géante plane sur la ville, tandis qu'une gigantesque bête préhistorique plane au-dessus des gratte-ciel, se déplaçant plus vite que les voitures sur l'autoroute, à l'affût d'une proie. Et elle n'est pas seule, elle chasse en groupe. Il s'agissait du Quetzalcoatlus. Et voici de retour, car aujourd'hui nous ramenons cette créature cauchemardesque à la vie. Mais comment le baron de la drogue colombien Pablo Escobar s'est-il retrouvé mêlé à cette histoire? Patience, nous y viendrons dans une minute. Bon, qu'est-ce que le Quetzalcoatlus exactement? Car je sais ce que vous vous dites, ce spécimen ressemble beaucoup à l'un de vos dinosaures préférés, le ptérodactyle. Sauf que le Quetzalcoatlus n'est pas du tout un dinosaure, ni un ptérodactyle. Cette énorme créature volante est ce que nous appelons de nos jours un ptérosaure, ce qui signifie que c'est un reptile, un très gros reptile. Le Quetzalcoatlus a vécu il y a environ 72 à 66 millions d'années, à la fin du Crétacé supérieur, une époque où il pouvait masquer le soleil avec ses 12 mètres d'envergure. Lorsqu'il se posait au sol, sa taille atteignait les 5 mètres de hauteur, dont une grande partie était occupée par son cou gigantesque. Cela le rend 3 mètres plus grand que ce pauvre Digipiter, notre envoyé spécial sur le sol préhistorique. Et il transforme aussi, oui, en appât. Cette stature plaçait le Quetzalcoatlus à peu près à la même hauteur qu'une girafe. Sauf qu'à la place de l'adorable tête tachetée de cette géante des savanes, il possédait un long bec pointu mesurant entre 2 et 2,5 mètres de long. En gros, ce colosse était aussi grand qu'une girafe, avec une lance immense qui lui sortait de la tête. Et il pouvait bondir dans les airs et voler. Un vrai cauchemar ambulant. Cette vision d'horreur régnait dans les cieux du Crétacé supérieur. Une période chaude et tempérée avec des mers peu profondes, des forêts tropicales et pratiquement pas de neige. C'était une ère plutôt agréable en termes de température, avec beaucoup d'oxygène dans l'atmosphère et de la nourriture à foison. Les scientifiques débattent de l'habitat et du régime alimentaire exact du Quetzalcoatlus depuis sa découverte. La théorie actuelle est qu'il devait être un prédateur terrestre, ce qui signifie que même s'il s'agissait d'une créature volante, il chassait au sol ou dans les eaux peu profondes. Imaginez un énorme grand héron bleu ou une cigogne, mais une cigogne géante de 250 kilos, qui traquait ses proies en prenant appui sur ses ailes comme une chauve-souris vampire gigantesque. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour Digipiter, mais s'il pouvait pister notre explorateur jusqu'ici, serait-il capable de le dévorer? Pas encore, apparemment. Par chance pour nous et pour les autres mammifères, le Quetzalcoatlus était le seigneur des cieux dans le dernier chapitre de l'histoire des dinosaures et des reptiles volants. Comme le T-Rex et le Triceratops, il a disparu lors de l'extinction massive de la fin du Crétacé il y a 66 millions d'années, quand l'astéroïde connu sous le nom de Chicxulub a frappé la Terre. Son impact a dévasté l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, embrasant les forêts, déclenchant des tsunamis et projetant des centaines de milliards de tonnes de poussière et de gaz dans l'atmosphère. Le côté opposé de la planète a peut-être échappé au pire de l'enfer et de l'onde de choc de cette catastrophe. Mais rien sur Terre n'était à l'abri du long et sombre hiver qui a suivi. Les gaz et la suie provenant de l'explosion ont envahi le ciel. Les températures ont chuté, les écosystèmes se sont effondrés. Mais, et s'il y a 66 millions d'années à l'autre bout du monde, sur une île isolée de l'océan Indien, une petite population de Quetzalcoatlus avait réussi à survivre et était restée cachée aux yeux de l'humanité pendant des millions d'années. Nous savons que les grands prédateurs sont les premiers à disparaître quand la chaîne alimentaire s'effondre. Et pourtant, si quelques Quetzalcoatlus robustes et intelligents s'étaient trouvés au bon endroit au mauvais moment, les Rambo des reptiles volants géants
qui ont refusé d'abandonner, qui mangeaient tout et n'importe quoi et prenaient leur envol jusqu'à ce qu'ils trouvent l'endroit idéal pour survivre. Et par une coïncidence intéressante, il existe une petite contrée reculée, l'île Christmas, à des centaines de kilomètres des côtes de l'Indonésie et de l'Australie, qui correspondrait assez bien à cette description. Géographiquement parlant, l'île Christmas n'existait pas il y a 66 millions d'années. Mais pour notre expérience, imaginons qu'elle se soit formée un peu plus tôt. Elle est recouverte d'une forêt tropicale humide, dotée d'un climat tempéré, entourée de récifs coralliens et regorge de crabes rouges, ces crustacés délicieux et nutritifs. Alors, et si une petite famille de ces énormes ptérosaures avait réussi à s'accrocher à la vie tant bien que mal sur l'île Christmas, ou une île similaire, et à faire face au pire de la période qui a suivi l'extinction? Et si elle avait continué à reconstruire tranquillement sa population pendant des millions d'années, à l'abri du regard des humains? Pourrait-elle réellement survivre à l'époque moderne? Si ce petit groupe s'était adapté au niveau d'oxygène de l'atmosphère au cours de millions d'années et avait évolué pour s'accommoder aux variations de température, bien sûr que oui. Les scientifiques pensent que le Quetzalcoatlus ne parcourait pas des millions de kilomètres, mais qu'il volait plutôt sur de courtes distances, de l'ordre de quelques centaines de kilomètres. Il est donc logique qu'il soit resté près de son territoire d'origine et qu'il n'ait pas réussi à atteindre le continent. Et puis, l'île Christmas n'a été découverte qu'au XVIIe siècle et était probablement inhabitable jusqu'à la fin du XIXe siècle. Alors, que se passe-t-il quand les humains établissent le premier contact avec ces créatures après 66 millions d'années? Eh bien, dès que nous les apercevons, nous paniquons probablement. Puis, nous nous enfuyons. C'est ce que fait Jupiter. Il n'est pas idiot. Nous nous éloignons ensuite courageusement en bateau, nous marquons un X sur la carte et restons loin de cette horrible île perdue. Mais, tôt ou tard, un explorateur ambitieux essaierait de faire ce que font beaucoup d'explorateurs lorsqu'ils découvrent un pan, un tigre ou un diable de Tasmanie. Capturer quelques spécimens sauvages et créer un zoo ou un cirque itinérant. Les gens affluent pour les voir. Et pendant des décennies, la majorité des humains viennent observer le Quetzalcoatlus de la même manière qu'ils pourraient admirer un pingouin, un dragon de Komodo ou une girafe. Dans des zoos ou lors de safaris extrêmement dangereux. Mais comment pourrions-nous garder ce reptile géant en captivité? Les scientifiques émettent l'hypothèse que le Quetzalcoatlus pouvait sauter à 2 ou 3 mètres dans les airs et battre ses ailes énormes pour prendre de l'altitude avant de planer. En les gardant dans des cages sans espace au-dessus de leur tête ou encore attachés à des chaînes courtes ou des laisses, il serait peut-être possible de les maîtriser. Sauf que les humains ne sont pas toujours prêts à affronter la puissance brute de ces reptiles anciens. Et au fil des ans, des incidents impliquant des ptérosaures s'étant échappés sont rapportés. D'abord en Australie voisine, puis il y a celui qui s'est enfui dans la nature pour vivre dans les forêts tropicales de Nouvelle-Guinée. Personne n'a jamais permis à un couple reproducteur de s'établir sur le continent. Enfin, jusqu'à ce que Pablo Escobar, oui, Pablo Escobar, voit une photo d'un Quetzalcoatlus dans les années 80 et décide qu'il doit avoir ce colosse dans son seau. Et pas seulement un, il en veut 4. Oui, c'est bien ça. Pablo Escobar, le célèbre baron de la drogue colombien, le redoutable magnat de la cocaïne milliardaire, qui possédait aussi un zoo personnel de très belle taille, avec des girafes, des éléphants, des kangourous et 4 hippopotames. Pourquoi quelqu'un voudrait-il des hippopotames? Ils font partie des animaux les plus dangereux et agressifs de la planète. Ils tuent des centaines de personnes chaque année, plus que n'importe quel autre grand prédateur d'Afrique. Mais ne parlons pas d'hippopotame. Nous parlons d'un gigantesque reptile préhistorique capable d'avaler des enfants tout entiers. Alors, qui voudrait garder un pareil spécimen? Eh bien,
Quelqu'un qui détenait déjà d'énormes animaux menaçants comme des hippopotames dans son zoo personnel. Et il possédait aussi son propre parc à thème sur les dinosaures, à savoir Pablo Escobar. Et il en voulait 4, autant que ses hippopotames. Et comme il était l'un des hommes les plus puissants et les plus dangereux de la planète, il a obtenu 4 Quetzalcoatlus. Dans la réalité, quand les forces paramilitaires colombiennes ont pris d'assaut le domaine d'Escobar au début des années 90 et qu'il a trouvé la mort, ces hippopotames se sont échappés dans la nature et ont fondé une population reproductrice. Aujourd'hui, des centaines de ces mammifères sèment le chaos dans les rivières colombiennes. Cette histoire semble complètement folle, mais elle est vraie. Et ces créatures constituent une véritable menace. Alors, et si, au même moment, ces 4 Quetzalcoatlus s'étaient aussi échappés dans la forêt tropicale voisine, dans l'Amazonie, et qu'ils avaient commencé à se reproduire? Tout à coup, ces ptérosaures échappent à leur captivité et leur population s'étend à toute l'Amérique du Sud. Elle se propage ensuite rapidement vers le nord, à travers le Mexique, Cuba, jusqu'en Californie. Et même encore plus loin que vous ne le pensez. Ces titans sont des animaux à sang chaud, recouverts d'une couche isolante composée de fibres semblables à des poils, ce qui leur permet de réguler leur température corporelle, même dans les climats froids actuels. Mais que se passe-t-il donc au moment où les Quetzalcoatlus et les humains se rencontrent? Eh bien, oubliez les frelons meurtriers, les pythons birmans et les sangliers sauvages. Car cette situation se transforme en un véritable chaos. Comme souvent avec les animaux sauvages dangereux dont l'habitat jouxte celui des hommes, tout commence par des ravages dans les fermes et les ranchs. Des agriculteurs locaux d'Amérique du Sud laissent leurs troupeaux d'agneaux ou de chèvres sans surveillance pendant quelques minutes. Puis, ils entendent des cris effroyables. Et ensuite, le silence. Quand ils reviennent, ils découvrent leur cheptel décimé avec la plupart des petits disparus, les adultes du bétail terrifiés, le chien de berger introuvable et la silhouette du plus grand héron qu'ils aient jamais vu, planant au-dessus de leur exploitation. Après des millions d'années à se nourrir de crabes et de poissons, les animaux d'élevage en enclos représentent le buffet le plus facile qu'un super prédateur volant puisse imaginer. Cet énorme reptile dévore des troupeaux entiers. Il mange tous les animaux sauvages qu'il croise. La faune des forêts voisines est la plus touchée, avec les jeunes cerfs, les capybaras et les crocodiles. Autrement dit, tout ce qui est assez gros pour attirer son attention et assez léger pour être avalé tout entier. Comment lutter contre une girafe volante et prédatrice? Avec toute cette nourriture facile à dégoter et cette source infinie de protéines, les Quetzalcoatlus deviennent plus forts, se reproduisent plus rapidement que jamais et étendent leur territoire. Sans se laisser décourager par les mammifères étranges qui les peuplent, ces ptérosaures s'intéressent aux villes et s'abattent sur les proies inoffensives qui s'y trouvent. Un parc à chiens. Pour ce lézard ailé de 5 mètres, ça ressemble plutôt à un stand de hot dog. Les humains adultes sont relativement en sécurité, car les Quetzalcoatlus semblent les ignorer. Une étude récente a estimé que la majorité de leurs victimes pesaient entre 9 et 13 kilos, ce qui inclut la plupart des chiens, des chats, des poulets, de nombreux bébés d'animaux d'élevage et, oui, les petits humains. Nous réalisons rapidement que nous allons peut-être devoir repenser presque tous les aspects de nos espaces ouverts sans toiture, comme les parcs ou les fermes. Mais soyons honnêtes, nous ne sommes pas doués pour changer nos infrastructures rapidement. Une grande partie de la faune urbaine envahissante disparaîtrait très vite. Les ratons laveurs, les chats et les chiens errants, les iguanes ou les rats. Miam. Et à leur place, un désordre s'installe. Et si vous vous êtes déjà fait, comment dire ça subtilement, bombardé par un pigeon, vous savez que ça peut gâcher votre journée. Alors, attendez qu'un Quetzalcoatlus largue sa cargaison en plein vol juste au-dessus de votre tête. Et même si vous pensez, on peut juste les chasser.
Pourquoi ces créatures reculeraient-elles devant quoi que ce soit qui ne soit pas un Tyrannosaure Rex? Ce sont des super prédateurs absolus qui n'ont rien à craindre des animaux sur Terre, à part éventuellement d'un géant terrestre comme un éléphant. Tout être qui tenterait d'éviter à son animal de compagnie de devenir un casse-croûte préhistorique sans brandir un lance-flamme finirait probablement écrasé. Et c'est là que le vent tourne. Un jour, le Quetzalcoatlus va trop loin. Il commet l'erreur fatale de dévorer toute une classe de maternelle ou de troupe d'éclaireuses. Et là, les humains passent en mode « maman oups ». Nous nous emparons de fusils d'assaut automatiques ou d'hélicoptères de combat et nous partons en chasse. Bien que certains appellent à tenter de les domestiquer, c'est impossible. Ils sont trop grands et trop dangereux. D'autres proposent de les stériliser de manière éthique, comme ce qu'essaye de faire le gouvernement colombien avec les hippopotames sauvages. Mais c'est très compliqué et ces mastodontes menacent la vie des enfants. Les hommes décident donc de protéger les leurs pour montrer aux super prédateurs du Crétacé que nous sommes entrés dans une nouvelle ère et qu'il y a un nouveau super prédateur en vie. L'incroyable Homo sapiens. Et le résultat final, les humains s'unissent pour la première fois de leur histoire afin de chasser la menace reptilienne du ciel. Ils les traquent sans relâche, jusqu'à ce que tous les terrains de jeu, les fermes et les écoles soient en sécurité. Jusqu'à ce que ces envahisseurs ne survivent plus que sur leur territoire d'origine, l'île Christmas a chassé des crabes dans l'océan Indien sous étroite surveillance. Les Quetzalcoatlus se retrouveraient alors exactement là où ils sont apparus, il y a 66 millions d'années. Ils survivraient et prospéreraient dans une étrange fenêtre temporelle ouverte sur l'époque des dinosaures. Et des reptiles volants géants. Bon, maintenant que nous avons ramené ce colosse ailé de l'extinction, pourquoi ne pas tenter l'expérience avec un serpent gigantesque? Eh bien, c'est une histoire pour un autre épisode de « Et si ?»